Et bienvenue à toutes et à tous pour ce quatrième épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, gros épisode, on va parler décroissance. Et qui de mieux pour en parler que Timothée Paric. Timothée, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah bah ça va, il y a du soleil, on est en plein après-midi, je viens de boire un petit café, donc je suis en forme. Tout se passe pour le mieux. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et j'espère que tu vas passer un bon moment. Moi aussi. Donc alors, pour te faire un peu le topo, Salade Verte, c'est en trois parties, entrée, plat, dessert. En entrée, on va plutôt parler de ton parcours académique et universitaire, savoir comment tu es en arrivé là. En plat, on va parler donc de ta spécialité, donc la décroissance, de son histoire, des potentiels critiques qu'on peut lui en faire et comment tu réponds à ça. Et en dessert, des questions un peu plus hors cadre et un peu plus personnelles. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est ok. Parfait. Alors, on va commencer donc par l'entrée. Première question. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours? Je voudrais savoir un peu voilà, ton parcours de la licence, master, doctorat, tu as fait une thèse. Donc voilà, comment tu en es arrivé là? Bah écoute, rien de très spécial, hein. Moi j'ai fait une licence d'économie, donc spécialisée en macroéconomie internationale. Après j'ai fait un master d'économie de l'environnement. Et ensuite un autre master d'économie écologique et de sciences de la soutenabilité. Donc ça c'était en Suède. Je suis parti faire ce deuxième master à l'université d'Uppsala, qui était spécialisé dans les études interdisciplinaires de la soutenabilité. C'est là que je me suis spécialisé vraiment en économie écologique. C'est là aussi que j'ai fait ma première université d'été sur la décroissance, donc à l'université de Barcelone, qui était à l'époque et qui l'est toujours d'ailleurs pionnière en recherche et en éducation autour de la décroissance et en écologie politique en général. Et après, ça m'a donné faim. Donc oui, je suis allé faire un doctorat en co-tutelle entre la Suède, la France et l'Espagne, où j'ai dédié ma thèse à la décroissance, donc pour écrire une longue thèse théorique pour essayer de mieux définir à quoi ressemblerait en fait une théorie économique de la décroissance. J'ai terminé ça en 2020 et depuis, voilà, je fais continue à faire de la recherche en macroéconomie écologique où je divise mon temps entre des études plus quantitatives et empiriques, là en ce moment par exemple sur la Suisse, autour du découplage, de décomposition un petit peu de tendances, de réduction ou d'augmentation d'empreintes écologiques et de scénarios de décroissance. Et d'un autre côté, un travail plus général en économie politique et en écologie politique sur la conceptualisation de grands concepts comme le post-capitalisme, la post-croissance ou la décroissance. Et j'aurais aimé aussi savoir comment en fait, donc tu as découvert la décroissance à l'université de Barcelone, donc tu l'as dit, mais c'était quoi ta conception de l'économie avant cette découverte? Est-ce que tu étais plutôt un élève qui pensait l'économie de façon classique comme on peut l'apprendre à l'université? Ouais, oui, j'avais à peu près aucun esprit critique. Vraiment pas une once, hein. Je me suis jamais, en quelques années d'économie, j'étais assez fort en maths, donc j'étais assez bien à l'aise en fait dans les théories néoclassiques et la façon dont on enseigne l'économie à l'université, enfin dans la plupart des universités en France. Donc une version de l'économie qui est très quantitative avec beaucoup d'économétrie, de statistiques, avec beaucoup de macroéconomie traditionnelle, beaucoup de microéconomie aussi. Et donc, bon, j'avais pas vraiment remis en question hein, les hypothèses qui sous-basaient ces cadres économiques. Pour moi, c'était plus comme à l'école, quoi. On apprenait le fonctionnement de ces théories. Donc, c'est vrai que je me suis pris une petite douche froide quand j'ai réalisé en fait la puissance explicative de ces théories qui était assez limitée. Quand on confronte un petit peu le bagage théorique qu'on nous enseigne à l'université avec le monde réel pour comprendre quelque chose comme un confinement, une crise financière, le réchauffement climatique, les inégalités. Là, on se rend compte, on rendait l'argent, quoi. Enfin, éducation gratuite, donc il y a pas d'argent à rendre, mais pourquoi est-ce que j'ai passé 3 ans à apprendre des théories qui n'existent que dans des manuels, d'économie et qui n'ont aucun rapport avec le monde réel? Donc non, j'ai activé, en fait, mon esprit critique un petit peu tard, on va dire merci aux techniques pédagogiques, suédoises qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on a à l'université française ou au travers de travaux de groupe, au travers de débats, de sujets de dissertation un petit peu plus ouverts et pas seulement du recrachage de connaissances au partiel. Et là, j'ai commencé à me poser des vraies questions ouais, sur l'économie et c'est des questions que je me pose toujours, c'est marrant, presque 10 ans après, des questions très fondamentales sur l'origine de la valeur, sur la définition de la richesse, sur des dynamiques anthropologiques, d'innovation, de partage, de coopération. Donc toutes ces questions-là que j'avais pris un petit peu for granted depuis le début de mes études, où je me suis dit, bon, ça fonctionne comme ça et on l'apprend, et là, je me rends compte en fait que c'est pas aussi solide et stable que dans les théories néoclassiques.
Et comment aussi tu t'es rendu compte, enfin, de l'attrait pour l'écologie que tu as eu? C'est que cette université d'été ou il y a eu aussi des lectures ou des professeurs, je sais pas, qui t'ont un peu amené vers la notion d'écologie à intégrer dans l'économie? Alors des professeurs, non, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, c'est vraiment, quand on fait, une licence ou même un master d'économie, à l'université, française d'aujourd'hui, pour se retrouver confronté avec le changement climatique, il faut vraiment, se tromper de livre à la bibliothèque. Parce qu'il faut vraiment se dire: «Ah merde, j'ai pris un livre d'écologie au lieu de prendre un livre d'économie». C'est vrai que ça se ressemblait au niveau du titre et vu que j'ai pas changé de lunettes depuis longtemps, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait, la biodiversité. Mais non, ça, on le trouve pas dans les cursus. Donc moi j'ai lu un petit peu à côté et quand j'ai fait mon Erasmus en Suède, c'est vrai que là-bas on a la possibilité de prendre des cours. Donc moi j'avais un cursus d'économiste, hein, j'étais au département d'économie et chaque semestre, là pour mon semestre d'échange, je pouvais aller prendre des crédits au département d'écologie, au département de physique, enfin dans n'importe quel département de l'université, d'anthropologie, aller prendre des cours là-bas. Donc là quand j'ai fait ces petits voyages, j'ai découvert beaucoup de trucs et en revenant en fait je me suis dit bon bah enfin, j'ai une réalisation que beaucoup d'autres personnes ont déjà eue, hein, un économiste qui ne connaît que l'économie, va être un très mauvais économiste. Donc du coup, tu as écrit un mémoire du coup sur enfin non, une thèse sur la décroissance. Tu peux nous dire comment ça s'est passé, la durée que ça a pris également? 3 ans et 10 mois. C'est ouais, j'ai commencé le 16 mars 2016, 16 mars, 1er mars. Oui, et terminé, je l'ai défendu en décembre 2019 ou quelque chose comme ça. Et oui, bon, c'est moyen hein, pour une thèse. Hein, c'est des durées. En Suède, les gens font la thèse en 4 ans minimum, alors qu'en France, c'est en 3 ans. Donc là, on avait un mix des deux. Et oui, moi, c'était une bonne expérience. Hein, à partir du moment où on écrit un mémoire de master, donc c'est un peu une mini-thèse, et qu'on a envie de recommencer, mais en plus fort, en plus profond, en plus long, vraiment quelque chose de continuer cette première expérience de recherche, en fait, à lire énormément, à réfléchir énormément pour ensuite créer en fait une nouvelle théorie, un nouveau concept, une nouvelle étude, c'est le bon signe que vous êtes prêt à vous engager dans la recherche. Donc moi, franchement, mes années de doctorat, c'était que du bonheur. Et tu peux nous redire le titre exact? Alors moi, c'est assez facile, j'ai pas un titre à rallonge, c'est The Political Economy of Degrowth, l'économie politique de la décroissance. Et du coup, tu en as fait une version française, on va dire, en déclinaison en livre, c'est ça un peu, non? Oui, j'ai sélectionné. Alors, la thèse était très longue et elle est quand même dans pas mal de détails sur des dimensions de la décroissance qui, je pense, n'intéressent pas tout le monde. Enfin, intéressent principalement des chercheurs en sciences sociales. Et donc, j'ai essayé de faire un ouvrage grand public où j'allais faire une espèce de synthèse, surtout de la première partie de la thèse, qui est sur les objections de croissance, où j'avais cette grande division entre les objections biophysiques, sociales et politiques, donc une théorie critique de la croissance qui partait en fait d'une critique de la croissance économique. Donc ralentir ou périr l'économie de la décroissance, c'est principalement une synthèse de cette première partie, avec aussi une ouverture sur les deux autres parties de la thèse, hein, qui sont des ouvertures sur la décroissance comme stratégie de transition. Donc ça, j'avais un maigre chapitre dans le livre qui en parlait, et la décroissance aussi comme utopie ou comme projet de société. Donc là aussi, il y avait un chapitre dans le livre qui en touchait, mais c'était deux chapitres qui étaient assez courts comparé à la longueur des premiers chapitres sur la critique de la croissance. Donc là, le livre sur lequel je travaille, qui sera la suite directe de Ralentir ou Périr, et qui ne s'intitulera pas Ralentir ou Périr 2, mais aura un autre titre. Parfois, les gens me demandent ça, est-ce qu'il s'appellera Ralentir ou Périr 2 ? En fait, ils ont cru que c'était Gladiateur. Non, non, on va pas garder le branding, non, il n'y aura pas Russell Crowe. Donc, la suite qui sera vraiment sur la décroissance comme projet de société ou plutôt comme système économique. Moi, c'est ça, je travaille beaucoup sur les systèmes, les alternatives au capitalisme, sous le terme de ce qu'on appelle le post-capitalisme. Et donc là, j'explore dans ce prochain livre, en fait, je développe une typologie des systèmes alternatifs au capitalisme, des systèmes, des économies qui pourraient remplacer, en fait, le mode d'organisation capitaliste d'aujourd'hui dans un pays comme la France. Et est-ce qu'on aurait le droit à une petite exclue en termes de date de sortie ou Non, c'est non trop mais demandé? tu peux toujours demander, c'est juste que même moi je sais pas, donc Ah ok, là d'accord. pour le coup c'est une question de recherche qui n'a pas encore de réponse. Si tu veux bien, on va passer directement au plat, au cœur de cet épisode, à savoir la décroissance. En première question, ce que j'ai envie de te demander, c'est déjà rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que c'est la croissance et qu'est-ce que c'est la décroissance. Alors la croissance, c'est facile, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui est un indicateur de comptabilité nationale, qui vient
additionner en fait les valeurs ajoutées monétaires dans une économie sur une période donnée, hein, la plupart du temps 1 an. Et donc quand on parle de croissance, c'est déjà, on se rend compte qu'il y a une asymétrie entre les deux concepts. C'est que la croissance est un concept beaucoup plus spécifique que la décroissance, dans le sens où croissance, ça ne veut dire qu'une chose, l'augmentation du PIB. Et le PIB ne veut dire qu'une chose, c'est le produit intérieur brut tel qu'il est calculé dans les manuels de comptabilité nationale. Et on peut imaginer bien sûr que le calcul du PIB est quand même assez normé. C'est pas chacun a un PIB à sa sauce. Non, la plupart des pays calculent le PIB de la même manière, justement pour que ça soit comparable. La décroissance, ce n'est pas que l'inverse de la croissance, c'est l'inverse de la croissance dans le sens où moi je la définis comme une réduction de la production et de la consommation. Et attention, dans le sens où le PIB est censé donner un ordre de grandeur en fait du niveau agrégé de production d'un pays. Et donc là, on peut voir déjà, ok, elles ont de ça en commun que la croissance, c'est une tendance à l'augmentation de la production, et la décroissance, c'est une tendance à la baisse de la production et de la consommation. Mais bon, ce qui rend la décroissance plus spécifique, on va dire, enfin plus large comme concept que la croissance, c'est qu'on peut lui attribuer, moi ce que je fais dans ma définition du livre, 4 grandes valeurs, donc la soutenabilité, la démocratie, la justice sociale et le bien-être. C'est pour ça que je la définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc là, on voit déjà qu'une réduction de la pollution et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, bon, c'est un concept déjà spécifique, alors que la croissance, c'est indiscriminé. Si tu prends une économie, tu la mesures avant, après. Si les valeurs ajoutées monétaires, telles qu'on les calcule dans la comptabilité nationale, sont supérieures, tu as de la croissance. Si elles sont inférieures, tu as de la récession. Si elles sont égales, tu as de la stagnation. Facile. Mais on ne sait pas. Si tu compares deux économies où il y a une économie qui a fait une grosse transition écologique, elle a fait tellement de sobriété que une partie de sa production s'est arrêtée, des gens ont simplifié leurs besoins, et donc tu mesures le PIB avant-après, tu te rends compte qu'il y a eu une baisse de PIB. Avec l'outil de la comptabilité nationale, tu diras, OK, on a une récession. Mais si tu regardes un peu plus précisément quelles sont ces choses, quels sont les biens et services qui ont baissé, quelles sont les personnes, les catégories de personnes qui ont arrêté de consommer, et que tu vois, non, il y a eu vraiment une orchestration spécifique pour que cette décroissance, elle soit chirurgicalement, elle vise les produits les plus polluants et les classes de consommateurs qui alourdissent le plus l'empreinte écologique. Là, tu peux te dire, tiens, ça ressemble à de la décroissance. Donc là, c'est important de faire la différence entre la décroissance et la récession. Bon, moi, ma punchline, c'est la récession, elle est plus proche d'une amputation et la décroissance d'un régime. Donc on voit, et là je viens de poster une photo sur Insta où tu vois une énorme vague avec deux surfeurs qui la prennent, un surfeur qui est trop à l'inside et qui est en train de, de se taper le wipeout de sa vie à tomber du haut de la lèvre, et là j'ai marqué récession au-dessus, et un autre surfeur qui est juste bien dans le creux de la vague et qui va arriver à en sortir, mais qui est en pleine phase de descente, et là c'est la décroissance. Donc on voit bien la différence. En fait, la décroissance, c'est un phénomène organisé. Et si on rajoute justement les caractéristiques de la démocratie, de la justice sociale et du bien-être, c'est pour signifier que la décroissance, il y a une ambition en fait d'arriver à faire baisser la production et la consommation, mais sans dégrader la qualité de vie, le faire aussi d'une manière qui soit juste. Donc là, on mobilise le concept de transition juste, pas seulement une transition écologique, mais une transition écologique qui soit juste. Et aussi le terme de planification pour montrer que c'est pas un accident, du genre on se réveille d'un matin et « Oh, oups !» Chérie, j'ai rétréci les gosses, comme le film l'économie a rétréci. Non, c'est pas ça. En fait, c'est vraiment une planification dans le sens où, à plusieurs échelles, des entreprises, des municipalités, des gouvernements, des consommateurs, des ménages, on décide en fait de produire et consommer moins de manière active. Et de ce que j'ai lu aussi de la décroissance, à la base aussi, c'est avant tout une critique de la croissance dans le sens où il faut arrêter de prendre le PIB comme boussole de toutes nos politiques économiques, c'est ça aussi, non? Complètement. Alors ça, c'est, on va dire, la base. Je pense que c'est l'argument le plus consensuel dans ce qu'on appelle en anglais les growth critical theory, donc les théories au pluriel critiques de la croissance, qui rassemblent l'objection de croissance, le donut, la post-croissance, la décroissance, l'écosocialisme. L'argument qui consiste à dire que le PIB comme indicateur hégémonique, c'est-à-dire dominant d'organisation à l'échelle des gouvernements, et une mesure plutôt de moyens que de fins. Le PIB, en fait, il te montre le doigt, il te montre pas la lune. Il te montre l'agitation d'une économie, mais il te montre pas ce qu'elle produit, et encore moins, est-ce que ce que tu as produit arrive à augmenter la qualité de vie. Donc en gros, le PIB, enfin, c'est une mesure d'agitation monétaire. Donc si aujourd'hui en France,
on allait produire, allez, on va dire, on a vraiment besoin de masques en début de pandémie, on va produire 10 fois plus de masques, mais je vais les stocker chez moi. Parce que je suis un milliardaire, je les achète tous. Bah, en fait, le PIB, il augmenterait de la même manière si je fais ça. Et là, en termes de qualité de vie, bon, bah, c'est pas dingue. Que si, en fait, les masques étaient distribués gratuitement à toute la population qui pouvait ensuite les utiliser. Donc, le PIB, il fait pas tellement la différence. Lui, il vient juste mesurer ce qui se passe au moment de la production. Ah bah tiens, on produit un truc, boum, plus sur ta calculatrice, ça augmente le PIB. Et donc, si on veut faire des politiques économiques qui sont un petit peu précises, par exemple se dire, ah bah tiens, là on a une situation de pénurie liée au manque de masques, et donc on doit activer des moyens de production, des travailleurs, des usines, pour pouvoir en fait produire quelque chose que l'on n'a pas, donc là des masques, et ensuite les distribuer pour qu'ils puissent être utilisés pour satisfaire des besoins. Donc là on a toute la séquence économique. On voit bien que juste regarder le PIB, ça serait comme conduire ta voiture en ne regardant que le compteur de vitesse. Je pense que tu finiras assez vite dans un mur. Est-ce que tu peux revenir aussi sur un des concepts clés de la décroissance, qui est la notion de découplage? Oui, alors le découplage, c'est la version moderne d'une ancienne théorie qui s'appelait la courbe environnementale de Kuznets, qui est une hypothèse qui a émergé dans les sciences économiques au début des années 90, qui consistait à dire que les pays, naturellement, au fil de leur développement, vont, dans une première phase, polluer plus. Quand un pays s'industrialise, il va construire des routes, des usines. Mais après un certain moment, qu'on appelle le peak impact, et ben en fait, ce pays va investir dans les nouvelles technologies, dans des éco-innovations. Ce pays va se désindustrialiser, donc va développer des services. Et donc, on va voir un découplage entre la croissance économique et les impacts sur l'environnement. Ou plus précisément, entre la croissance économique et l'empreinte écologique totale. Donc, quand on dit découplage, il faut voir une courbe qui monte, le PIB, et une courbe qui baisse, l'empreinte écologique. Et bien sûr, l'empreinte écologique, on peut la décomposer en plusieurs variables. Donc, si on regarde par exemple les gaz à effet de serre, c'est une économie où le PIB, année après année, il continue d'augmenter. Et les gaz à effet de serre, elles, continuent de baisser. Donc là, on voit bien cet effet de découplage. Et donc, on pourrait penser, c'est vrai que si on arrivait à découpler toutes les formes de production et de consommation de tous leurs impacts sur les écosystèmes, bon, en fait, on n'aurait pas vraiment besoin de faire un régime. C'est de la même manière que si tu pouvais manger de plus en plus de burgers et de soda tous les jours, mais sans que ça te fasse prendre 1 gramme et sans avoir aucun impact négatif sur tes dents, sur ta santé, sur ton bien-être mental, bah, un médecin qui te dit il faut manger moins de burgers, tu lui dirais mais pourquoi? Pourquoi si ça n'a aucun impact? Donc là, on voit que le découplage, potentiellement, comme hypothèse, il arriverait à montrer l'inutilité de la décroissance comme stratégie de transition écologique. Alors, moi, c'est un sujet que je connais très bien, malheureusement, parce que c'est un sujet extrêmement chiant. Là, d'ailleurs, j'ai passé une partie de la journée à lire des études écrites par des collègues chinois sur le découplage dans des régions en Chine, et c'est absolument illisible. C'est des travaux empiriques, quantitatifs, je le souhaite à personne, hein. Je pense que c'est une sorte de... Dans le prochain saut, je pense qu'il y aura une scène de torture où sera ça, sera quelqu'un, c'est pas genre on a enfermé, on sait pas, il faut gratter son œil avec une cuillère pour trouver la clé, c'est juste, il faut lire genre 100 études pour le découplage pour que ça ouvre la porte. Donc ces études sur le découplage, il y en a beaucoup aujourd'hui, plus d'un millier. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Bah, elles nous disent en fait que cette hypothèse de découplage, elle est pas vérifiée empiriquement. C'est-à-dire qu'on a des pays, on a quelques pays qui arrivent à découpler certaines choses de certaines choses. Donc certains secteurs font face parfois à des ruptures technologiques et sociales qui leur permettent en fait de produire de manière beaucoup plus efficace. Ça peut être le cas, tu peux imaginer une usine, je sais pas, qui produit de l'électricité, et avant, tu as des usines au charbon peut-être, et d'un coup, ah bah tiens, on passe d'une usine qui n'est plus au charbon, mais avec des énergies à bas carbone, bon, qui produisent quand même de l'électricité. Donc là, tu peux voir bien sûr qu'il va y avoir une espèce de marche en termes d'intensité carbone de ton économie. Donc tu vas pouvoir continuer à utiliser peut-être la même quantité d'électricité pour faire la même quantité d'activité économique, mais l'intensité carbone va baisser parce que les énergies renouvelables émettent moins de gaz à effet de serre qu'une centrale à charbon. Donc là, bien sûr, on voit des ruptures qui se sont passées au moment dans des pays spécifiques, mais nous ne voyons pas en fait ce phénomène agrégé où un pays pourrait produire et consommer plus tout en faisant baisser l'intégralité de son empreinte écologique. Ça, c'est déjà un premier point. Décarboner, c'est assez facile relativement. Produire et consommer moins sans produire, en fait, sans émettre de gaz à effet de serre, c'est assez facile. Il suffit de substituer des énergies
très carbonés, comme le charbon, le gaz, le pétrole, par des énergies moins carbonées. Mais produire sans matériaux, déjà, c'est plus difficile. On peut utiliser moins de matériaux en étant plus efficace. On peut essayer de recycler une partie des matériaux pour éviter d'avoir à en extraire de nouveaux. Donc ça, on voit des petits progrès, mais c'est des progrès qui sont à chaque fois annulés en fait par la vitesse de la croissance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petits gains sur la production d'une voiture, mais on produit tellement plus de voitures que ça vient annuler malheureusement ces gains d'éco-efficacité. Donc le grand résultat en fait de toutes ces études sur le découplage, c'est que et c'est ça, je ne fais que citer la synthèse qui en est faite dans le dernier rapport du GIEC, la R6, donc le rapport du groupe 3, où il y a une petite partie sur le découplage. Et là, on parle vraiment d'un consensus sur toutes les études citées dans cette partie, que les expériences de découplage donc absolu, où on voit vraiment cette belle courbe, le PIB qui monte et l'impact environnemental qui baisse, en fait, c'est plus l'exception que la règle. Et même quand on regarde ces quelques pays exceptionnels, donc une quinzaine dans la plupart des études, et qu'on vient creuser un petit peu sur les chiffres, on se rend compte que le découplage est en fait assez décevant par rapport à ce qu'on devrait faire si l'on voulait vraiment, par exemple, atténuer le changement climatique. Et du coup, est-ce que à terme, tu penses que ce sera possible ou c'est vraiment impossible? Bah, le problème, c'est qu'à terme, pour l'atténuation du changement climatique, c'est pas dans 100, 200 ans, c'est à terme, dans les 5 prochaines années, je pense que c'est assez facile de prédire que ça va pas se passer, vu que là, on a des tendances quand même qui remontent aux années 70, avec des chiffres très précis, depuis les années 90, avec des chiffres extrêmement précis sur les quelques décennies, et on voit jamais des sauts absolument exceptionnels où d'un coup on passe d'une réduction de quelques pourcents à une réduction 30 fois plus rapide d'une année à une autre. Sachant qu'en plus il y a des tendances derrière, c'est-à-dire qu'on peut se demander qu'est-ce qui permettrait de faire accélérer par exemple notre capacité à produire avec moins de carbone. Et là on regarde des choses qui sont très concrètes, hein. On peut regarder les brevets, donc des espèces de mesures un peu quantitatives des éco-innovations. On peut regarder la capacité d'un pays, par exemple, à décarboner son système de transport, à faire sortir les voitures thermiques, à faire entrer les voitures électriques. On peut regarder le taux de circularité en fait de la production industrielle. Et toutes ces choses-là, en fait, elles sont sous-basées aussi par des grandes lignes directrices. Donc, par exemple, une ligne directrice, moi, ce que j'explore souvent, c'est que les efforts de décarbonation, on a un petit peu tendance à aller chercher les efforts les plus faciles d'abord. Donc toutes les choses que l'on peut faire facilement pour réduire en fait les pollutions, ça on va le faire d'abord, ça coûte pas très cher, on le fait, il y a peut-être un impact. Mais au fil de la transition, en fait, je pense que c'est dangereux de prendre l'hypothèse qu'on va constamment accélérer et toujours un petit peu comme une espèce de loi de Moore, mais appliquée à la transition écologique. Alors que dans la réalité, en fait, il peut y avoir des effets de plateau, il peut y avoir des effets de délai, donc effet de plateau où en fait on atteint une vitesse de croisière, on n'arrive plus à aller plus vite que ça, ou des effets de délai où là on a un saut technologique et peut-être après il y a une espèce de pause. Et donc il y a toutes ces incertitudes qui font que moi personnellement, si je devais émettre un avis avec un flingue sur la tempe, enfin si c'est moi qui parie mon argent, je parierais pas sur le verdissement de la croissance dans les pays riches dans les années qui viennent. Sachant qu'il y a des phénomènes, notamment sur l'empreinte matière, qui est donc la mesure en tonnes des matériaux qu'une économie utilise, donc souvent regroupés en 4 grandes catégories, hein, la biomasse, les énergies fossiles, les métaux et les minerais. Ça, en fait, c'est des choses qui ne sont jamais découplées et qui se recouplent. Donc le recouplage, c'est l'inverse du découplage, c'est qu'en fait, quand ton intensité matière, au lieu de baisser, elle augmente. Et là, on comprend bien les gens qui sont dans l'extraction, c'est la même ligne directrice, on extrait d'abord ce qui est facile d'accès. Donc un truc qui va être juste sous le sol, hein, un petit puits de pétrole à la coule, là, à 400 mètres de profondeur, on va le chercher, on est content. Une fois qu'il n'y en a plus, bah, il faut creuser plus profond, et là, on se retrouve à aller chercher du pétrole dans la mer du Nord. Et pareil, on se retrouve à faire du deep sea mining pour essayer d'aller trouver des métaux. Donc là, on peut comprendre que ces procédés, ils sont beaucoup plus polluants dans le sens où ils mobilisent de plus en plus de ressources et donc d'énergie. Et donc là, on peut voir des phénomènes de recouplage où en fait, pour obtenir la même quantité de cobalt, d'or, de n'importe quel truc dont on aurait besoin pour produire, on va devoir sacrifier beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'infrastructures matérielles. Donc là, c'est le contraire en fait de la croissance verte. C'est une croissance qui se déverdit. Donc ça, quand on prend ça en compte, c'est pas seulement de se dire ah bah tiens, on a commencé à décarboner, est-ce que ça va aller plus vite? C'est de se dire est-ce qu'on va réussir à inverser une tendance? Et là, quand on prend les paris aussi, l'inversion d'une tendance, donc faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, un petit peu risqué. Est-ce que
J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'histoire de la décroissance. Moi, de ce que j'ai vu dans mes lectures, on la présente quand même comme une notion, on va dire, franco-française. Est-ce que tu peux nous dire un peu les auteurs qui sont les précurseurs de la décroissance? Alors, il y a trois grandes phases hein, dans l'évolution des théories critiques de la croissance, hein. La première phase qui a commencé dans les années 70, donc ce qu'on appelait à l'époque l'objection de croissance. On se souvient des limites de la croissance, le rapport Meadows de 1972, avec des auteurs pionniers de l'écologie politique, je pense notamment à André Gortz en France, avec d'autres personnes comme Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, Françoise de Bonne et son écoféminisme. Donc en fait toute une flopée de penseurs un petit peu dans les années qui, depuis la fin des années 60 et au fil des années surtout 70, et après ont développé des critiques, mais parsemées, c'est-à-dire que ce pas des personnes qui étaient groupées dans un mouvement, c'était des personnes qui ont chacun développé une approche, donc ça peut être Jacques Ellul, une approche critique de la technique, critique un petit peu de la technologie. Ivan Illich aussi, lui qui a proposé une critique aussi de la technologie, de la bureaucratie, mais en prenant un autre point de départ. Et donc toutes ces personnes, en fait, au début des années 2000, elles vont se rejoindre à travers la création d'un nouveau concept, la décroissance soutenable et conviviale, qui naît donc en France en 2002, avec des auteurs donc qui n'étaient pas, enfin, qui étaient français et qui reprenaient beaucoup de penseurs des années 70 qui étaient aussi français. Et ce concept de décroissance est traduit en anglais à la fin des années 2000. Et là, ça lance ce que beaucoup appellent aujourd'hui les degrowth studies. Moi, je préfère parler de growth critical studies pour être un petit peu plus englobant. Et donc là, ça s'est défranchisé dans le sens où aujourd'hui, la grande majorité, enfin l'intégralité de la recherche académique sur la décroissance se publie en anglais et la plupart des chercheurs sur le sujet ne sont pas en France, mais plutôt à l'Université de Barcelone, à Leeds en Grande-Bretagne, à Lausanne en Suisse, à Lund en Suède. Et donc, on a une certaine continuité dans le sens où, bien sûr, on a les précurseurs de la décroissance des années 70 qui ont continué à influencer en fait le développement théorique de l'idée. On a aussi les premières ébauches de théorie de la décroissance au début des années 2000. Je pense notamment à Serge Latouche, un économiste qui a beaucoup participé à essayer de venir conceptualiser l'idée de décroissance. Aussi le politologue Paul Ariès, par exemple, mais il y en a d'autres en France, hein, Agnès Sinaï et Pierre Rabhi, avant de bifurquer vers lui la sobriété heureuse, qui parlait aussi de décroissance. Il y a aussi eu des courants affiliés d'une certaine manière. Là, je pense à la post-croissance de Jean Gadret, donc un concept qu'il invente à la fin des années 2000, qui est très lié aux travaux de Dominique Méda, notamment sur les indicateurs alternatifs de richesse, sur la critique du PIB, donc là, quelque chose dont on a déjà parlé. Donc il y a toute cette nébuleuse en fait de critique de la croissance qui aujourd'hui est rassemblée dans une littérature avec environ 2000 textes, peut-être un petit peu plus d'un millier d'articles académiques et ensuite des livres, des chapitres dans des livres collectifs sur ce sujet, donc une littérature qui est quand même conséquente, qui est montée en gamme dans le sens où avant c'était principalement des essais, des pamphlets personnels, alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a toute une littérature qui c'est scientifique avec des études, par exemple ce qu'on fait avec mes collègues sur la Suisse, voilà, faire des scénarios de décroissance, donc c'est inspiré par beaucoup de théories, de concepts en fait sur la lancée de l'objection de croissance et de la décroissance du début des années 2000, mais c'est traduit pour d'une certaine manière obtenir des nouvelles connaissances qui n'existent pas dans ce champ de recherche. Est-ce que tu as parlé de Barcelone, de Leeds, de la Suède à Lund? Est-ce que tu as des exemples de pays ou de communautés ou même, je sais pas, de politiques décroissantes qui ont lieu ailleurs ou même en France? Enfin, je sais pas. Non, bah c'est une question difficile parce que quand on comprend la complexité d'une transition décroissante et qu'on la décompose en un certain nombre de politiques, quand je parle de politique, c'est juste une orientation des comportements, que ce soit chez les ménages, dans une municipalité, dans une entreprise, dans un gouvernement. En fait, on se retrouve avec une pléthore de changements. Et donc, est-ce qu'il y a un pays au monde qui, sous le nom de la décroissance, aurait fait une grande révolution économique? Non. Non, ça c'est sûr que non. De la même manière où si on revenait, je sais pas, au XVIIe et XVIIIe siècle et on se posait la question, est-ce qu'il y a un pays au monde qui a vraiment essayé l'économie capitaliste? Ce serait impossible de dire, les gens diraient non, bah écoutez, d'une certaine manière,
dans des milieux industriels anglais, il y a eu ces transformations et d'un autre côté, dans certains phénomènes de commerce italien et français, on a vu ces transformations dans les régimes de propriété néerlandais, on a vu ça, on a vu ci. Et ben aujourd'hui, c'est pareil. On peut rassembler des pays comme la Nouvelle-Zélande qui introduisent des alternatives au PIB, des pays comme la France qui légitime en fait des institutions post-capitalistes au sein de l'économie sociale et solidaire. Là, je pense notamment au mouvement des coopératives, hein, surtout les coopératives, les SIC et les SCOP, ou aussi aux monnaies locales, à la garantie locale de l'emploi. Donc des instruments comme ça qui font partie de la boîte à outils de la décroissance, qui restent marginaux, mais qui sont quand même mobilisés. Donc c'est plus là, c'est un moment, la décroissance, il faut la voir pareil, de la même manière qu'une société à un moment donné est passée d'une société pré-capitaliste à une société capitaliste. C'est pas un moment où on a mis l'économie au garage et on l'a complètement changé. C'est un moment en fait où des comportements qui étaient jusque-là minoritaires, donc des comportements par exemple capitalistes, donc certaines institutions et comportements qui visaient l'accumulation du gain de manière infinie. Donc à l'époque, c'était peut-être des marchands d'esclaves, des marchands, des entrepreneurs, des capitaines d'industrie. Ça, c'était en fait des comportements minoritaires. On peut parler d'avènement d'une société capitaliste quand ces comportements sont devenus majoritaires, c'est-à-dire quand ils sont devenus institutionnalisés, que c'est devenu une norme. Et ben de la même manière, aujourd'hui, bon, on reste dans un système capitaliste avec donc un discours de croissance. Et la décroissance, elle existe déjà dans le sens où il y a des sous-cultures minoritaires, notamment au sein des écovillages, de l'économie sociale et solidaire française, de certains pans de la fonction publique, en fait, qui agissent déjà selon les préceptes d'une économie post-croissance et post-capitaliste. Et on pourra parler d'un grand basculement vers un système économique alternatif le jour, en fait, où les sous-cultures capitalistes qui sont aujourd'hui dominantes deviendront elles-mêmes des sous-cultures minoritaires. Tu parles de post-capitalisme. C'est quoi pour toi le capitalisme et comment est-ce qu'on peut en sortir? Et pourquoi il faudrait en sortir? Bah, pourquoi il faudrait en sortir? Le capitalisme, c'est un mode d'organisation économique qui est basé sur plusieurs institutions. Donc la première, c'est la propriété privée des moyens de production. Donc aujourd'hui, là, si tu étais milliardaire, tu pourrais t'acheter un média, une entreprise de pneus, de voitures, d'autoroutes. Tu pourrais devenir possesseur, propriétaire d'un moyen de production, ce qui n'est pas le cas dans tous les systèmes économiques. La deuxième institution clé d'un système capitaliste, c'est une certaine relation vis-à-vis du profit. C'est-à-dire que l'élément essentiel du capitalisme, c'est la recherche du profit. C'est-à-dire que tu achèterais par exemple un média, non pas parce que tu es philanthrope et tu te dis trop bien, j'ai envie de donner un accès gratuit à l'information, mais tu te dirais, j'achèterai un média dans une logique où je vais faire un retour sur investissement. Ça, c'est la formule de Marx, hein, A, M, A'. Donc argent qui te permet d'acheter une marchandise que tu vas ensuite revendre pour A', générer un surplus que tu pourras ensuite réinvestir. Et la troisième grande caractéristique, c'est l'allocation par les marchés. Donc c'est de se dire, ah bah tiens, on va décider de ce qui a de la valeur à travers des mécanismes marchands. Donc par exemple, le travail va être organisé à travers un marché du travail où le prix du travail horaire va être déterminé en fonction de l'offre et de la demande. Donc là, on a ces trois grandes institutions, donc la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit et le marché comme moyen, on va dire, dominant d'allocation des ressources d'une économie. Donc ça, c'est ce qui se qualifie le capitalisme. Son problème, il y en a beaucoup, mais moi, le problème qui m'inquiète le plus, c'est que le capitalisme est un système accumulatif. Ça, c'est à cause de l'élément numéro 2, la recherche du profit. Vu qu'on a ce mécanisme en fait d'accumulation du capital où dès qu'on vient générer un surplus, on réinvestit ce surplus pour générer un surplus supplémentaire, en fait, ça va créer des dynamiques de croissance. Si cette croissance vient alourdir l'empreinte écologique, et on a vu avec notre discussion précédemment que c'était le cas, et ben ça vient créer une crise ou accélérer, créer une crise écologique. Donc le capitalisme en fait ne peut pas être un système stationnaire par définition. De la même manière que voilà, un vélo perd son équilibre quand il ralentit. Si tu es à l'arrêt, bon courage pour essayer de tenir plus de 10 secondes, sauf si tu es équilibriste. Et ben le capitalisme en fait ne peut pas faire de vol stationnaire. C'est un avion, c'est pas un hélicoptère. Et il peut encore moins atterrir. C'est un système accumulatif qui ne peut que aller plus loin, plus fort, plus loin, plus fort, pour la seule chose qu'il peut faire de manière très efficace,
générer un surplus monétaire investissable. Le capitalisme, c'est la propriété des moyens de production. Mais du coup, les décroissants, est-ce qu'ils veulent, par exemple, je sais pas, hein, je dis peut-être n'importe quoi, recollectiviser les moyens de production, je sais pas. Alors, les régimes de propriété, il y en a trois grandes familles de régimes de propriété. C'est la propriété privée, la propriété publique et la propriété sociale. Ces trois régimes de propriété qui existent dans tout système économique, hein. Donc aujourd'hui, par exemple, ta chemise que tu portes, là, c'est géré selon le régime de propriété privée. Elle est à toi, tu peux décider de me la vendre. Tu peux transférer tes droits de propriété. Par contre, la rue en face de chez toi, tu peux pas me la vendre. C'est de la propriété publique, ok? Tu as le droit de l'utiliser, tu as un droit d'usage, mais t'as pas le droit de la vendre et t'as pas le droit de la détruire. Alors que ta chemise, là, si tu veux, tu peux la brûler. Tu vas pas aller en prison, t'as le droit, c'est à toi. Et on a aussi des propriétés sociales, donc par exemple Wikipédia, qui est ce qu'on appelle un commun, qui est géré en fait par plusieurs personnes, où donc la propriété est négociée. Elle est ni privée, il n'y a pas une personne qui possède Wikipédia, ni publique, c'est pas le gouvernement qui possède Wikipédia, c'est une communauté de personnes. Et en fait, on vient différencier les systèmes économiques en fonction de la force relative de ces trois régimes de propriété. Pour faire simple, le capitalisme, c'est un régime où la plus grande partie des moyens de production, en fait, est possédée de manière privée. Alors que si on le compare, par exemple, avec un système communiste comme celui de l'Union soviétique, la plupart des moyens de production est possédée de manière publique. Donc là, tu vois, on peut déjà faire la différence. Donc quand on parle d'une société post-capitaliste, de la manière dont c'est étudié dans la post-croissance, et bien sûr en prenant leçon des échecs de l'Union soviétique, ça serait plus s'orienter vers un système où la propriété privée des moyens de production deviendrait une propriété sociale. Je te donne un exemple concret. Imaginons tu as un média, tu es un milliardaire, tu l'as acheté, c'est à toi. Si tu te dis, ah bah tiens, il y a les élections, là on va faire des articles sur Trump, mais que en positif. T'as le droit, c'est ton droit, c'est ta propriété privée, comme ta chemise. Tu peux aussi détruire. Tu peux aussi, si t'es propriétaire, t'achètes Twitter, tu peux virer tout le monde, t'as le droit. Alors que si cette entreprise, c'est pas une entreprise donc privée, mais c'est une entreprise, on va dire c'est une coopérative, ou c'est une association. Et ben là, si les décisions elles sont prises de manière coopérative, donc une personne, une voix, bah même si tu es l'actionnaire principal, tu auras juste toujours une main, tu auras toujours une voix. Et donc là, si tu dis, ah bah là, moi je veux faire que des articles pro-Trump, mais que les autres personnes qui font partie de cette coopérative, donc qui font partie un petit peu de cette communauté qui gère la propriété sociale du média, décide de voter contre toi, donc 90 votes contre une, que non, nous on va continuer en fait à faire des articles objectifs, et ben là en fait tu vois bien que ça change ce comportement-là. Donc là aujourd'hui, si la situation du média, on va parler par exemple de la propriété des entreprises fossiles, parce que bon, l'une des stratégies clés pour atténuer le changement climatique, c'est d'arrêter d'extraire des énergies fossiles et donc d'en vendre et surtout d'investir dans les capacités d'extraction d'énergie fossile. En France, par exemple, Total continue d'investir énormément pour extraire beaucoup plus d'énergie fossile. Total est une entreprise privée, donc il y a une poignée d'individus, à commencer par son PDG, mais surtout ses actionnaires, qui peuvent décider de dire, voilà, nous, on fait ça et personne n'a le droit légalement de nous dire qu'on doit faire autrement. Si l'on passait la propriété privée de cette entreprise en propriété publique, on va dire si on la nationalisait, bon, ça peut être le cas par exemple pendant la crise de 2008, où si une banque fait faillite, l'État peut la renflouer, et dans ce cas-là, on peut dire qu'à vu que je t'ai renfloué à plus de ta valeur de marché, bah, je deviens l'actionnaire principal de cette banque. Donc là, c'est un passage propriété privée, propriété publique. Et ensuite, vu que l'État maintenant devient actionnaire majoritaire d'une banque, il peut se permettre de dire, ok, maintenant la Société Générale, c'est fini là, les investissements dans les énergies fossiles. Je suis actionnaire majoritaire, donc voilà. Donc là, on peut voir, ça peut être une stratégie en fait de transition écologique, ça peut être de venir nationaliser des secteurs stratégiques pour pouvoir prendre des grandes décisions qui vont dans le sens de la transition écologique. Mais on peut aussi se dire, est-ce que l'objectif sur le long terme, ça serait pas aussi de passer de la propriété privée à la propriété sociale? Donc de dire, tiens, une fois que ça peut être aussi certaines entreprises qui deviennent gérées par leurs propres travailleurs ou même parties prenantes. Donc là, on voit par exemple les entreprises récupérées, l'entreprise qui va faire faillite, qui va être récupérée par ses travailleurs. Et donc là, c'est des dynamiques différentes. Donc je pense qu'il faut voir secteur par secteur quels sont les biens et les services et les secteurs économiques qui sont mieux gérés en fait de manière privée, de manière publique ou de manière sociale. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la tendance, elle va vers la privatisation. Donc la privatisation, c'est une expansion un petit peu de la sphère capitaliste où on va avoir tendance à réduire les services publics, à privatiser la santé, l'éducation,
à venir racheter en fait des coopératives, des communs pour que ça devienne des entreprises privées lucratives. Et ça, c'est clairement, ça va dans la logique du capitalisme et donc de l'accumulation. Et donc, si on fait le contraire de la privatisation, donc une socialisation ou une nationalisation, bah, ce serait un mouvement inverse. Et tu parles aussi, par exemple, des entreprises, que ça devienne des entreprises à mission, c'est ça? Ouais, alors là, on a parlé de la deuxième caractéristique du capitalisme, donc l'objet, enfin, non, pardon, de la première, donc le régime de propriété. Là, on va parler de la deuxième, donc l'objectif, la relation au profit. Là, il y a trois, on va dire, trois grandes positions qu'on peut avoir. On peut rechercher avoir une entreprise à but lucratif, dont la raison d'être est juste de générer un surplus pour ensuite réinvestir. Donc le but en fait de l'activité économique, c'est de générer un surplus, ensuite le réinvestir, de générer un surplus. Là, c'est on va dire l'entreprise type d'une économie capitaliste. Il y a d'autres modes de fonctionnement où une entreprise en fait, elle a mission, son but c'est pas d'investir constamment, infiniment, son but c'est de générer un revenu qui lui permette en fait d'accomplir sa mission. Et donc là, c'est complètement différent. Si on voit une entreprise dite à lucrativité limitée, ou à but non lucratif, qui va se dire, nous, en fait, on va mettre en place des garde-fous pour éviter que cette entreprise, elle devienne une vache à lait pour une poignée d'actionnaires qui ensuite fassent n'importe quoi, puissent agir contre l'intérêt commun, comme par exemple dans l'exemple de Total, où des actionnaires s'enrichissent contre l'intérêt commun, vu qu'ils s'enrichissent à travers le réchauffement climatique et donc la dégradation moyenne de la qualité de vie. Et bah pour éviter ça, en fait, on se dit, bah légalement, cette entreprise, ça va être une entreprise à but non lucratif, donc le surplus ne pourra pas être appropriable individuellement, il sera peut-être reversé à une fondation qui, elle, décidera de manière démocratique de comment le restituer pour que ça maximise la raison d'être. Donc là, on voit aussi que c'est un spectre avec différents comportements, mais ça serait un grand changement, en fait, d'abolir la lucrativité comme objectif principal d'une entreprise. Maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais parler la notion de ce que pensent les gens de la décroissance dans la société actuelle, on va dire même en France. Souvent, quand on parle de décroissance, les gens sont très réticents. On pointe même du doigt les gens comme décroissance et limite une insulte maintenant. Comment toi, tu réponds aux critiques à la décroissance? Alors, la décroissance est devenue une insulte, je pense sociologiquement parce que justement la croissance est vénérée dans notre société moderne, donc dans notre imaginaire collectif, la croissance c'est quelque chose de très positif. Quand on revient à notre définition, on se rend compte que la croissance c'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui n'est pas forcément positive. On l'a vu dans la situation, ça pourrait être par exemple un milliardaire qui achèterait Wikipédia et qui vendrait l'accès à chaque fois que tu veux voir un article Wikipédia, tu dois payer 5 balles. Ça générait énormément de valeur ajoutée qui irait directement dans le compte en banque de ce milliardaire. Donc ça générait énormément de croissance, ça viendrait stimuler le PIB, mais on verrait qu'on s'appauvrirait. Là, un marxiste dirait qu'il y a une contradiction au sein du capitalisme entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. La valeur d'usage, c'est ma capacité à satisfaire un besoin de connaissance en ayant accès à un article de Wikipédia. La valeur d'échange, eh ben, c'est le prix de cet accès sur un marché. Donc aujourd'hui gratuit pour Wikipédia. En maximisant la valeur d'échange, donc notre capacité à faire du fric avec Wikipédia, on minimise sa valeur d'usage. En gros, plus c'est cher, bah, moins les gens auront accès à Wikipédia. Et donc là, on fait de l'argent en termes de PIB, mais on baisse la qualité de vie en termes d'accès à la connaissance. Donc ça, c'était un premier point. J'ai oublié la question. Oui, sur la décroissance. Je ne l'ai pas oublié. Elle revient au galop. Donc là, la décroissance, je pense pas que ça serait traumatisant, tu vois, de parler de décroissance. Si on n'était pas autant obnubilé par la croissance, on se dirait, bon voilà, là on vit un peu au-dessus de nos moyens, écologiquement, il va falloir lever le pied ou même clairement ralentir. Et donc pour ralentir, il va falloir choisir les biens et les services que l'on veut arrêter de consommer. Il va falloir choisir, s'auto-limiter, comment est-ce qu'on va utiliser un budget écologique qui est limité et qui va devoir baisser. Donc c'est simple. Donc, vu qu'on sait que le moteur économique consomme de l'énergie et des ressources, bon, bah, on va se dire, on va essayer de limiter les trucs qui consomment le plus et faire notre petit, Mathilde Chouba appelle ça du rationnement convivial, on peut dire plus un partage, de dire si on doit vivre avec moins, on va essayer de vivre mieux avec moins en partageant davantage les ressources, en ayant des mécanismes de production et de consommation qui soient plus parcimonieux. Quand on dit ça comme ça, c'est pas vraiment controversé. Je pense que le mot décroissance est Paul Ariès parlait d'un mot obus, moi j'aime bien parler d'un mot douche froide, parce que vraiment, il va à l'encontre de cette espèce de totem de la civilisation moderne qu'est la croissance économique. Mais c'est pour ça que c'est un mot utile. C'est un mot utile, c'est un mot de combat, parce qu'il permet d'ouvrir un espace critique pour se demander, mais attends, au final, pourquoi est-ce qu'on cherche à faire grossir l'économie en termes de PIB? Moi, c'est une question, je passe souvent ça à débattre avec des gens qui font de la gouvernance économique, surtout pour les gouvernements, et les économistes qui les conseillent.
Et franchement, tu les socratises un petit peu sur le pourquoi de la croissance. Tu arrives très facilement à montrer en fait que la croissance est une mauvaise stratégie pour atteindre les objectifs que ces personnes veulent y atteindre, que ce soit la soutenabilité écologique, que ce soit le bien-être, que ce soit l'éradication de la pauvreté. Comment est-ce qu'on peut faire adhérer la population à cette décroissance? Comment on peut faire changer un peu, comment on peut switcher, de mentalité? T'as des idées comment on pourrait faire? Le problème, c'est que, et là je vais citer Denis Colombi, qui est un sociologue que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous? C'est que nous sommes capitalistes malgré nous, dans le sens où nous vivons dans un système économique. Quand je parle de système économique, il faut imaginer un petit peu un jeu. Donc nous jouons à un jeu où on ne peut pas vivre sans argent. Donc nous devons, à l'échelle individuelle, protéger notre pouvoir d'achat et donc nos revenus, si l'on veut se permettre de pouvoir avoir accès à de l'éducation, pouvoir acheter un logement, pouvoir se déplacer, avoir des vacances, toutes ces choses-là. Donc tant qu'on ne changera pas en fait les conditions d'accès aux biens et services qui permettent de vivre une vie décente, on se retrouvera un petit peu les mains dans le dos, être obligé, bah oui, je sais, j'ai pris un job pour faire de la pub chez Total, mais j'avais pas le choix, il faut que je nourrisse mes enfants, machin. Donc avec ces excuses un petit peu de banalité économique du mal, où on se dit, voilà, bon, je fais ça, mais c'est parce que dans l'environnement, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Donc moi, je suis plus, changer les mentalités, ça va pas nous amener très loin, parce que le jeu économique, en fait, il n'est pas écrit par la masse des personnes qui vont voter avec les porte-monnaies dans les supermarchés. Ça marche pas comme ça. C'est plutôt les entreprises et les grandes entreprises et les grands acteurs économiques qui peuvent se permettre en fait de dicter certaines règles du jeu. Et donc aujourd'hui, on a une bataille qui se fait un petit peu en pente de notre côté, mais une bataille contre ces grands acteurs économiques en fait qui s'enrichissent de l'inaction climatique et écologique pour leur tordre le bras pour justement qu'ils arrêtent en fait de générer des impératifs de croissance. Par exemple, la précarisation de certaines classes de la population va les mettre dans une situation où bien sûr, eux, ils vont être très réceptifs à tout argument qui leur promette une augmentation du pouvoir d'achat. Mais dans le fonctionnement même de l'économie capitaliste, quand on comprend que la pauvreté en France, elle n'est pas due à un manque de pouvoir d'achat. Elle est liée en fait à des problèmes de pouvoir de vente. Par exemple, la spéculation immobilière qui fait qu'il devient presque impossible de se loger dans des villes, notamment à Paris. On va pas se dire, ah bah tiens, il faut absolument enrichir les jeunes ménages, les sans-abri, leur donner énormément d'argent pour qu'ils puissent se permettre d'habiter à Paris. Non, on va dire, bon, à un moment donné, il va falloir contrôler les prix immobilier, réguler les prix immobiliers et les prix du foncier pour éviter en fait que l'immobilier devienne une marchandise qui est aujourd'hui mobilisée à travers des stratégies d'investissement locatif pour enrichir une minorité possédante. Donc là, on voit que le changement des règles, malheureusement, il ne faut pas faire reposer le fardeau du changement sur les épaules de ceux qui sont tout en bas de la chaîne de pouvoir. Ça, c'est important, hein. L'économie, c'est une science sociale et les sciences sociales, elles sont toutes basées sur vraiment une hypothèse de base qui est les sociétés humaines ne sont jamais homogènes. On n'est pas, nous ne sommes pas une pelouse bien coupée où, où tous les brins font la même taille. On est des sociétés hétérogènes où nous n'avons pas le même pouvoir et où on a des dynamiques qui sont changeantes. Quand on veut parler aujourd'hui de faire basculer une société, c'est-à-dire voilà, de transformer une société vers un mode, on l'a vu, linéaire, capitaliste, accumulatif, carbonifère, vers une économie post-capitaliste qui serait circulaire, qui serait décarbonée, et ben ça vouloir dire qu'il va falloir faire pression sur ces personnes dans cet écosystème social qui ont beaucoup de pouvoir. Et donc ça ne sert à rien en fait de faire des appels génériques sur serrez-vous la ceinture, faites de la sobriété, et encore plus ça ne sert à rien de faire des messages qui spécifiquement ne parlent qu'à ceux en fait qui n'ont pas de pouvoir. J'aimerais aussi revenir sur une des critiques de la décroissance, une des plus communes. C'est en gros, la transition écologique va demander des investissements massifs, que ce soit par exemple investir dans les énergies renouvelables, adapter les villes au changement climatique. Donc on a un besoin d'investissement qui est énorme. Et comment est-ce qu'on fait pour financer tous ces projets sans croissance en fait? Alors là, dans cette objection, il y a une méconnaissance de concepts basiques, mais assez complexes en économie, comme celui de l'investissement. Donc l'investissement, dans une logique capitaliste, c'est on part d'une somme d'argent que l'on utilise pour acheter, mobiliser du travail, des ressources, une usine, quelque chose, pour produire quelque chose qui va être vendu sur un marché et qui va donc rapporter une quantité d'argent supplémentaire, un surplus. C'est ça l'investissement, en fait, dans l'imaginaire capitaliste. On part de l'argent à marchandise, M, et on arrive à prime. Mais l'investissement anthropologique, donc une définition beaucoup plus générale, c'est
la mobilisation de ressources qui vont être mobilisées, je garde mobilisées pour pas dire investies, mobilisées dans un processus de production pour générer quelque chose qui a de la valeur, qui va permettre de satisfaire un besoin. Ok. Donc là, on voit que ce qui est clé en fait, c'est que l'investissement, il part de ressources et il arrive au bien-être. On investit des ressources et on récolte du bien-être, de la satisfaction des besoins. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'on a deux phénomènes contradictoires. Si on se dit il faut faire de la croissance pour générer de l'argent pour investir, on tombe en fait dans un cercle vicieux, dans une logique de Ponzi, où on va faire de la croissance, dégrader les écosystèmes encore plus, et ensuite devoir mobiliser une partie de ces recettes pour ensuite réparer les dégâts causés par ce premier cycle de croissance, etc. Alors que la logique de la décroissance, c'est de se dire, ah bah tiens, on va essayer de minimiser le problème dès aujourd'hui à travers des logiques de prévention, qui vont peut-être certes nous appauvrir financièrement, mais vont aussi nous dégager de dépenses contraintes de reconstruction, vu qu'on aura réussi à limiter des dégâts écologiques et sociaux. Et ça, il ne faut pas oublier que toute logique d'investissement en transition écologique, elle se fait avec des budgets finis. Donc, on ne peut pas à la fois stimuler la croissance en produisant énormément de SUV, par exemple, donc en utilisant énormément d'énergie et de matériaux pour faire des grosses voitures, ensuite récolter une partie de cette production sous la forme d'une taxe sur la valeur ajoutée, par exemple, et ensuite la réinvestir, je ne sais pas, dans la construction de pistes cyclables. Là, on voit que sur ce cycle, on utilise de l'énergie des ressources à 2 points. Production de voitures, production de pistes cyclables. Mais ça peut être aussi des productions qui sont en compétition. Si on a une quantité limitée d'énergie et de matériaux, il va falloir décider à un moment, est-ce qu'on fait des SUV ou est-ce qu'on fait des pistes cyclables. Donc là, derrière cette question, on a une interrogation qui est fondamentale sur quel est vraiment le facteur limitant d'une transition écologique. Est-ce que c'est l'argent? Si c'est l'argent, et ben alors c'est la logique capitaliste de l'investissement qui prévaut, à marchandise à prime. Alors que si ce n'est pas l'argent, mais plutôt les ressources écologiques, là, on est dans une logique plutôt de consommation sur les valeurs d'usage, où on part de ressources pour produire quelque chose qui va ensuite pouvoir servir à maximiser le bien-être. Autre critique, on en a déjà parlé, mais la grosse critique qui vient, c'est la décroissance, c'est un appauvrissement général de la population. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, la croissance, en fait, ne fait pas la différence entre le PIB, entre une croissance qui viendrait enrichir que les plus riches ou une croissance qui viendrait en effet éradiquer la pauvreté. Donc, de cette même manière, enfin, on ne peut pas dire que la croissance est un enrichissement général de la population. Donc, la décroissance, on peut imaginer que si on viendrait baisser, on va dire, le revenu national d'un pays comme la France, mais qu'en parallèle de cette baisse, il y aurait une redistribution qui ferait que, allez, on va dire, une partie de la richesse des riches serait donnée aux plus pauvres, on peut juxtaposer très bien une décroissance du revenu national et une éradication de la pauvreté. Il faut rappeler quand même qu'empiriquement, un pays comme la France, on a une pauvreté qui augmente depuis des décennies en parallèle de la croissance économique. Donc c'est pas comme si à la limite à chaque fois qu'on avait une augmentation du PIB, eh ben, on avait des gens qui sortaient de la pauvreté, vraiment systématiquement. Là, c'est vrai qu'on se dirait, bon, on va pouvoir faire de la transition écologique, mais on va peut-être éteindre le moteur de l'éradication de la pauvreté. Et là, ça serait compliqué. Mais aujourd'hui, dans un pays comme la France, la croissance n'est pas le moteur de l'éradication de la pauvreté. Au contraire, et ça c'est à cause de la contradiction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, la croissance peut alimenter, voire exacerber la pauvreté. On l'a vu, bon là sur l'immobilier, c'est un exemple un petit peu compliqué, on va prendre quelque chose d'autre, on va prendre les bouteilles d'eau. Si on se disait, bah tiens, on a énormément de gens qui sortent d'écoles de commerce, qui ont envie de trouver des projets lucratifs, et donc ils vont se dire, ah bah tiens, l'eau du robinet, c'est un service public, c'est une opportunité manquée, on va la privatiser. Comme ça, on vend de l'eau en bouteille. En France, elle coûte 105 fois plus cher en moyenne que l'eau du robinet. Et on va dégager des marges, on va s'investir. Donc là, on peut faire un cycle d'accumulation du capital basé sur la privatisation donc d'un bien public, l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer là? On génère de la croissance, trop bien. Mais d'un coup, les ménages, en fait, ils vont devoir payer 105 fois plus cher pour avoir accès à l'eau. Donc ça va dégrader leur valeur d'usage d'une certaine manière. Certains ménages qui sont très pauvres vont perdre l'accès à l'eau. Et donc la pauvreté va augmenter. Donc là, on voit comment un processus de croissance économique peut mener en fait à un appauvrissement des ménages les plus vulnérables. Donc là, il n'y a pas d'automatisme. Pour Denis Colombi, dans son livre, je ne vais faire que le citer, hein, j'espère qu'il m'enverra un bouquet de fleurs, sur son livre précédent, disait en fait que pour éradiquer la pauvreté, il faut donner de l'argent aux pauvres. C'est un peu facile, hein, c'est ça. Ça sert à rien de faire croître un gâteau si au final, il y a des gens qui, quand ils arrivent à la table, en fait, il n'y a plus de part. Il faut juste donner à manger à ceux qui n'ont pas assez à manger, des médicaments à ceux qui n'ont pas accès aux médicaments, à toi, à ceux qui sont sans abri. C'est comme ça qu'on éradique la pauvreté, c'est simple, hein.
Si dans un pays, il n'y a pas assez de manière agrégée, bah, ça veut dire que la pauvreté est un problème de production, j'imagine. Voilà, au Soudan du Sud, même si tu donnes des médicaments, tu prends tous les médicaments du pays et tu les distribues de manière équitable, eh bah, j'imagine qu'il y a des gens qui n'auront quand même pas assez de médicaments. Ou il y aura pas assez parce qu'il n'y a pas assez de médicaments, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Problème de production. En France, on n'a pas de pauvreté liée à une pénurie de production. On a une pauvreté liée en fait à des problèmes de distribution. On a des sans-abri alors qu'on a plein de logements qui sont vacants, mais c'est juste qu'à travers le marché de l'immobilier, en fait, on n'arrive pas à matcher les personnes qui ont besoin d'un logement et les personnes qui cherchent un loup à logement. Pour une raison qui est fondamentale, et là, on retombe sur la contradiction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, ceux qui sont propriétaires du logement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire fructifier leur capital. Donc, ils veulent louer à quelqu'un qui a un pouvoir d'achat et donc ils ne vont pas louer aux personnes qui sont pauvres, qui ne peuvent pas payer un loyer très fort. Et de la même manière, donc, les personnes qui sont très pauvres, qui n'ont pas le pouvoir d'achat, même si elles ont en fait un fort bien-être qui serait dérivé par l'obtention d'un logement, vu qu'ils sont sans abri, en fait, dans un système capitaliste de marché où l'allocation des logements se fait en fonction de l'offre et la demande, en fait, ces personnes n'auront pas accès au logement parce que leur pouvoir d'achat ne leur permet pas d'avoir accès sur le phénomène de marché des enchères immobilières. En plus, enfin, j'aimerais aussi qu'on revienne sur la croissance et le bien-être. Alors, je sais plus quel économiste avait fait un graphique, mais en gros, il montrait qu'en fait, le lien entre bien-être et croissance était équivoque jusqu'à, je crois, c'était 70 000 dollars par an, je crois. Ouais, alors c'était Richard Esterlin, donc un économiste dans les années 70, qui avait en effet fait une étude où il venait comparer le PIB par tête et des mesures du bonheur, donc ce qu'on appelle le bien-être subjectif, hein, c'est les questionnaires où tu dois t'attribuer un bonheur entre 0 et 10. Et en comparant, donc il y avait des pays, il y avait les Philippines, l'Inde, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, Cuba, dans sa première étude, et il avait en fait identifié un phénomène de plateau. Donc en fait, au début, quand le PIB par tête augmente, eh ben, on a une belle corrélation avec le bonheur par habitant qui augmente aussi. Mais à partir d'un certain seuil, en fait, cet effet s'estompe. Alors bien sûr, il y a beaucoup de controverses sur est-ce que ce seuil, où est-ce qu'il se situe. Je, je pense que ça répond à une logique qui est assez facile à comprendre, hein. C'est qu'une règle générale qui sous-entend la consommation des êtres humains, c'est qu'on répond quand même assez facilement à la satiété. C'est-à-dire que quand tu as très soif, voilà, le premier verre d'eau va t'apporter beaucoup de bien-être, le deuxième un peu moins, le 30e, en fait, ça s'appelle la noyade. Donc là, même au bout d'un moment, le suraccès à l'eau peut venir dégrader ton bien-être. De la même manière que si tu n'as pas de vélo, je t'en donne un, t'es refait. Là, ça va augmenter en fait ton bien-être lié à la mobilité. Je t'en donne 300, en fait, tu vas être déprimé. Tu ne sauras même pas où les stocker. Tu vas passer ta vie sur le bon coin à essayer de les vendre. Donc là, ça va dégrader ta qualité de vie. Et il y a un sweet spot, peut-être, qui est à 1, 2 ou 3 vélos, je ne sais pas. Et donc, s'il y a un sweet spot pour chaque bien et service et pour chaque catégorie de consommateurs, bah, ça veut dire que macroéconomiquement, théoriquement, on va avoir un sweet spot où, à partir d'une certaine opulence matérielle, et ben en fait, un surcroît de production et donc de consommation ne va pas venir augmenter la qualité de vie. Et ça veut aussi dire qu'il y a aussi potentiellement parfois où un surcroît de production et de consommation va venir dégrader la qualité de vie. Je prends un autre exemple, hein, c'est David Schwartz, un psychologue américain qui avait parlé de paradoxe du choix. Paradoxe du choix, on le confronte tous les jours quand on essaie de choisir un film sur une plateforme en ligne qui t'en propose absolument 16 milliards, où tu es là à scroller et en fait, c'est stressant, quoi. Tu voulais regarder un film tranquillement, mais tu as trop d'options. Trop d'options, trop de choix, tu le choix. Ou pareil, tu vas dans un hypermarché, tu dois choisir, je sais pas quoi, des cotons-tiges ou une boîte de céréales, et là, tu te retrouves confronté en fait à 200 choix. Et en fait, ce choix, il va non seulement te mobiliser énormément d'efforts intellectuels pour choisir, donc ça, c'est de la fatigue, et ensuite, il va créer ce qu'on appelle du regret post-décisionnel. Si je te dis, ah bah tiens, ce soir, tu peux regarder un film, c'est ça. Ou tu vas au restaurant, tu as un menu unique. Bah, tu vas prendre le menu unique, t'aimes pas, c'est bien. Si tu as deux options, t'en prends une, bah tu vas toujours te dire, ah bah merde, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris la deuxième option? Et le plus il y a d'options, le plus il y a en fait un regret post-décision euh, théorique. Donc là, on voit aussi que la surabondance de choix, elle n'est pas forcément positive. Et là, on fait référence à nos sociétés matérialistes ou capitalistes, consuméristes ou matérialistes, pardon, où on a tendance à se dire que le plus de choix, le plus d'opulence, le mieux.
Non, parfois, là aussi, on a des mécanismes de sweet spot. Et donc, si Esterline avait raison, donc déjà en 1974, ce qui a été confirmé par beaucoup d'études jusqu'à aujourd'hui, et s'il y a véritablement en fait des mécanismes de satiété, ça voudrait dire, et ça c'est quand même révolutionnaire, que la croissance, c'est une stratégie adéquate, mais une stratégie éphémère. De se dire, en fait, c'est la croissance, elle nous amène au sweet spot, mais une fois qu'on est au sweet spot, il faudrait savoir atterrir et s'arrêter. Ce que nos économies ne savent pas faire aujourd'hui. En tout cas, merci pour toutes tes réponses. Si tu veux bien, on passe donc à la dernière phase de ce podcast, de cet entretien. Ça va être donc le dessert. Question un peu plus hors cadre, un peu plus personnelle. Première question. Imaginons, Timothée Parric, tu deviens ministre de l'économie. Quelle politique tu mettrais en place en première? Une limite sur l'accumulation des richesses. De se dire D'accord. que imagine, si tu as une limite sur l'accumulation des richesses, bah, ça veut dire que tout de suite que les stratégies en fait d'appropriation des entreprises pour maximiser en fait ton enrichissement personnel, elles vont être limitées parce que au bout d'un moment, tu vas atteindre la limite, tu auras une taxe à 100% de tes revenus marginaux, donc tu vas pas faire énormément d'efforts pour acheter tous les médias et pour acheter tous les trucs pour pouvoir t'enrichir. Donc je pense que ça calmerait un petit peu les esprits capitalistes et ça viendrait indirectement en fait affecter la façon dont on organise la production. En fait, il y aurait une grande partie de la production qui aujourd'hui est organisée, je pense notamment au marché financier, donc qui est motivée essentiellement par l'appât du gain. Bah, si au bout d'un moment, tu ne peux pas accumuler de manière illimitée des richesses à devenir millionnaire, multimillionnaire, centimillionnaire et milliardaire, bon, bah, au bout d'un moment, tu t'arrêtes. Et donc, ce stop, tu vois, ce sweet spot, là, on retombe un petit peu dans ce grand concept qui sous-base toutes les théories critiques à la croissance, qui est l'autolimitation. Donc là, ce serait une autolimitation collective où on se dirait, on ferait peut-être une grande convention citoyenne de la prospérité ou de la justice et on se dirait, ah bah tiens, quel est le seuil maximum acceptable d'accumulation de richesse, de la même manière que ça a été fait dans l'économie sociale et solidaire, de dire, ah bah tiens, nous dans notre coopérative, la règle c'est qu'on ne peut pas être payé plus de 7 fois, le salaire maximum ne peut pas dépasser de plus de 7 fois le salaire minimum. Et bah là, on pourrait prendre des règles pareilles, de dire, bah tiens, un seuil de richesse maximum défini en ratio d'une richesse minimum, et de se dire, bah, à partir de ce seuil maximum, bah, soit légalement on ne peut pas percevoir plus de richesse que ça, soit à partir de ce seuil, et bah, la richesse en fait est redistribuée. Au contraire, je prends la question un peu à l'inverse. Selon toi, c'est quoi la pire politique à mettre en place? Enfin, si tu as des exemples de pires politiques qui ont été mis en place? Ah, il y en a plein. Et moi, ce que je préfère, en fait, c'est les politiques économiques débiles inspirées par des théories fausses. Là, c'est par exemple les politiques d'austérité qui avaient été mises en place en Grèce, hein, sous la pression des institutions européennes, basées sur une théorie qui a été démontrée comme fausse, selon... Est-ce que tu peux peut-être rappeler aux auditeurs ce qui s'est passé, peut-être? Oui, donc bah, la crise grecque, en fait, elle était entamée quand d'autres pays, à l'échelle de l'Union européenne, ont découvert d'une certaine manière, découvert un risque lié en fait au financement de l'économie grecque, surtout des comptes publics. Un déficit trop important qui avait été minimisé et donc se sont dit, bah, attention, là, il va falloir faire des politiques de rigueur pour que la Grèce puisse respecter certaines règles de déficit. Et donc une politique d'austérité, c'est quand on encourage un pays à réduire ses dépenses publiques. Okay, donc là, et l'hypothèse théorique sous-basée, c'est vous allez couper vos dépenses publiques et ça va maximiser la croissance. Donc trop bien, ça va relancer l'activité économique. En gros, on a coupé les dépenses publiques en Grèce, ça éteint déjà une activité économique qui était déjà en berne, sauf qu'en plus, vu que les dépenses publiques, elles ont tendance à avantager d'abord ceux qui sont les plus vulnérables, qui dépendent directement des services publics comparés aux plus riches qui en dépendent moins, bah, ça a non seulement aggravé la pauvreté, mais aussi les inégalités et tout un tas de choses. Donc là, c'était vraiment une catastrophe sociale et économique basée sur des théories vraiment sorties d'un chapeau. Là, de la même manière qu'aujourd'hui, les hypothèses de la croissance verte, donc une théorie qui est vraiment vacillante scientifiquement, en fait, motive des politiques environnementales spécifiques, comme le Green Deal européen, qui se sous-basent en disant oui, le verdissement, c'est possible et donc on va l'atteindre. Alors que scientifiquement, tu dis bon, là, en fait, toutes ces années que vous passez à essayer de verdir la croissance, le jour où vous allez découvrir que c'est pas possible, bah, ça voudra dire qu'on sera déjà face au mur et on fera face en fait à un effondrement subi qui sera absolument désastreux. Est-ce que tu as une citation en rapport avec l'économie ou l'écologie que tu aimes bien et que tu as envie de partager? J'ai une citation et elle est en anglais. J'ai pas pris la traduction française parce que c'est une citation de John Stuart Mill,
d'un bouquin de 1848. Alors là, autant dire que j'ai ressorti un truc vintage, mais c'est du bon vin. Ça vient de ces principes d'économie politique. Je vais la lire en anglais. Je suis désolé pour ceux qui le parlent pas. Mais donc la citation commence comme ça: If the earth must lose that great portion of its pleasantness, which it owes to things that the unlimited increase of wealth and population would extirpate from it, for the mere purpose of enabling it to support a larger, but not a better or a happier population, I sincerely hope, for the sake of posterity, that they will be content to be stationary, long before necessity compel them to it. Fin de la citation, et je l'explique maintenant. Donc, c'est John Stuart Mill, donc l'un des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie stationnaire, qui nous explique en fait que si la Terre en fait devait perdre sa capacité à nous fournir toutes ces richesses qui permettent le bonheur, il dit que voilà, il espère sincèrement que nous arriverons à nous contenter en fait d'une économie stationnaire avant que en fait la nature nous oblige. Et là, on retrouve moi cette division que j'aime bien, donc 1848, hein, assez précurseur, entre décroissance choisie aujourd'hui ou effondrement subi demain. En fait, c'est ça. Soit aujourd'hui, on se dit les limites écologiques commencent à se faire ressentir. Donc, à travers une stratégie d'auto-limitation collective, nous allons faire un processus, donc un grand régime macroéconomique pour que nos économies puissent prospérer en fait sans croissance et donc avec une empreinte écologique beaucoup plus petite. Soit on le fait maintenant démocratiquement, on a le temps d'essayer des trucs, d'évoluer, d'ajuster. Soit on reste dans un déni, de dire non, vous inquiétez pas, la technologie va nous sauver. On continue et un jour on se retrouvera confronté soit à une pénurie de matériaux, sûrement lié aussi à des conflits géopolitiques, soit à des impacts écologiques effroyables, que ce soit des pandémies, que ce soit un réchauffement climatique, que ce soit l'érosion de la biodiversité. Et là, malheureusement, on apprendra de la manière la plus violente que sans services écosystémiques, sans ressources, sans énergie, il est impossible de produire et donc de nourrir, de se loger, de se déplacer. Et là, malheureusement, on devra s'adapter à un niveau de vie qui sera, dont la qualité sera moindre que celui qu'on aurait pu atteindre si on avait pris le temps en fait d'avoir une décroissance organisée, chirurgicale, sereine, juste et prospère. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un documentaire à recommander, un film à nos auditeurs en relation avec l'écologie? Grave. Alors, Paris pour tous d'Adrien Klent, qui est un roman d'anticipation sur donc une révolution décroissante qui se passerait en France, une prise de pouvoir par un gouvernement qui serait pro-décroissance, sous la devise de Paris pour tous. Donc ça, c'est une belle histoire de transition. Et sinon, Another Now, c'est un roman disponible qu'en anglais de Yanis Varoufakis, justement, qui est un économiste grec, mais qui était aussi le ministre des Finances pendant toute cette histoire de crise d'austérité en Grèce, qui raconte, en fait, c'est une histoire un petit peu de science-fiction, d'un jeune passionné, d'un jeune entrepreneur passionné de physique qui invente une machine à voyager entre les univers. Bon, c'est souvent comme ça dans les romans d'utopie. Et donc, c'est comme ça qu'Yanis Varoufakis arrive à nous inviter dans son idéal d'une société post-capitaliste. Et ça stimule les méninges, ça fait voyager, et ça nous rappelle que, en fait, en tant que scientifiques du social, nous ne sommes pas condamnés à l'observation du présent et du passé. Nous pouvons aussi utiliser notre puissance analytique pour explorer des futurs possibles. Est-ce que toi, personnellement, tu as implémenté des gestes, des éco-gestes écologiques, je sais pas, manger moins de viande, limiter ses voyages en avion? Bah oui, mais comme tout le monde, enfin moi ça fait longtemps que je suis dans l'écologie, même avant de parler de décroissance, j'avais beaucoup fait d'économie de l'environnement et même avant ça, découvert l'urgence du changement climatique à travers des documentaires et des choses comme ça. Donc là, il y a rien d'original dans le sens où toutes les choses de base qu'une personne puisse faire, que ce soit d'arrêter de prendre l'avion, d'arrêter de manger de la viande, de se poser la question d'où on épargne pour être certain que son argent personnel ne soit pas utilisé pour faire des investissements fossiles. Ce qui est assez facile d'ailleurs de regarder si la banque dans laquelle vous avez votre épargne en fait utilise cet argent pour l'investir dans les énergies fossiles ou si c'est une banque qui a fait vœu de ne pas le faire. Et après, bien sûr, une conscience plus généralisée sur la consommation et la production. Donc ces grandes questions, bon, moi c'est vrai qu'en tant qu'économiste, c'est des questions que je me pose très concrètement. Où est-ce que j'investis ma force de travail? Est-ce que tous les jours je vais donner mes neurones à Total ou à faire des pubs pour les 4x4 ou pour McDonald's? Ou est-ce que justement je vais investir ma force de travail dans un procédé de production qui va parvenir en fait à vraiment améliorer la qualité de vie?
Donc ça, en tant que producteur, on a tous cette question à se poser. On n'a pas besoin d'être PDG de Total ou quoi, on est tous maîtres des 24 heures qu'on utilise. Alors bien sûr, on l'a vu, on est capitaliste malgré nous et on n'a pas tous la possibilité de changer d'emploi ou d'avoir pression sur le système de production dans lequel on participe. Mais en tout cas, dans la pensée, c'est des questions qu'on peut se poser. Et bien sûr, on est tous consommateurs. Donc la manière dont on consomme, on se pose la question, voilà, comment est-ce que cet acte de consommation va participer dans le cycle économique? On se pose des questions aussi très psychologiques, de se socratiser, de se dire, bah, moi, comme n'importe quelle personne vivant dans une société capitaliste où on subit une quantité énorme de publicité chaque jour, dès que j'ai envie de consommer quelque chose, je me pose la question, bah tiens, d'où vient? Mais ça, c'est une question plus de recherche, hein. Je dis pas que tout le monde devrait le faire. Moi, je partage juste que moi, c'était un procédé intéressant de recherche-action, de se dire, bah tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce que j'ai absolument envie d'acheter ce truc-là? Et en fait, parfois, on se rend compte que c'est des stratégies de marketing qui sont très malines et invisibilisées, où là, je comprends en fait, à travers certaines suggestions, ça, ou certains phénomènes collectifs et sociaux, en fait, je suis amené à désirer cette chose-là, même si cette chose-là, en fait, j'arrive à voir que ne va pas véritablement améliorer ma qualité de vie parce que, en fait, la seule raison pour laquelle j'ai envie d'aller voyager à Tahiti pendant 2 semaines, en fait, c'est parce que je travaille trop, je me fais marcher dessus par mon boss. Et donc, peut-être que, en regardant ces films américains, j'ai l'impression que les vacances à Tahiti vont me permettre d'être heureux et de me reposer du travail. Mais en fait, non, le source de mon malheur, c'est peut-être que j'ai une perte d'autonomie au travail, peut-être que je ne fais pas quelque chose qui permette d'utiliser mes pleines compétences. Et donc là, on voit que ce n'est pas à travers une consommation compensatoire que je vais réussir à restaurer mon bien-être. Donc un peu tous ces phénomènes de socratisation, je pense que ça aide à déconstruire, détricoter en fait la quotidienneté du capitalisme et en quoi le système en fait capitaliste, à la fois au niveau de la production et de la consommation, bah, est parfois en contradiction directe avec la manière concrète dont on aimerait vivre nos vies. Autre question plus personnelle. Est-ce que toi, on sait que, enfin, je parle aussi de mon exemple, mais aussi d'exemples que j'entends autour. Il y a même Bon Pote qui a écrit un article là-dessus. C'est en gros, on va dire, la souffrance sociale d'être enfin, écolo. Est-ce que toi, personnellement, t'es déjà, je sais pas, embrouillé avec des amis, ta famille, ou je sais pas, sur tes opinions, on va dire écolo? Oui, comme tout le monde, moi j'ai l'impression que vu parce que je travaille sur l'écologie, les gens me traitent comme un espèce de, comment dire, de prêtre où ils viennent se confesser à chaque fois. Oui, oui, je mange de la viande, mais c'est parce que j'ai ce problème de santé. Oui, j'ai pris l'avion, mais c'est parce que ma sœur habite à Montréal. Déjà comme si j'en avais quelque chose à faire. C'est pas mon problème, enfin. Et donc les gens ont un besoin de venir se confesser aux écolos, soit de les détester, de les insulter parce qu'ils sentent que c'est une menace à leur mode de vie. Donc tous les gens qui mangent de la viande vont venir te considérer comme une menace parce que indirectement ils se sentent pointés du doigt. De la même manière où c'est bizarre, quoi. C'est pas parce que ta couleur préférée c'est le vert que quelqu'un dont la couleur préférée ça serait le bleu. Tu vois, tu vas te sentir menacé parce que c'est une couleur différente. Tu vois, il y a des choix personnels qui sont donc les écolos, malheureusement, vu qu'ils sont pionniers de modes de vie qui sont encore non hégémoniques, donc des sous-cultures, donc des choses qui sont assez minoritaires, et bah oui, se retrouvent parfois dans des situations tendues, que ce soit dans des dîners entre amis ou de famille. Après, moi, j'ai une situation qui est assez privilégiée parce que je suis chercheur, donc scientifique, donc je travaille à l'université, et donc j'ai un rôle assez explicatif. Comparé au rôle des activistes qui est plus tendu parce que eux, non seulement ils ont un rôle explicatif, mais aussi plutôt on attend d'eux qu'ils apportent des solutions concrètes, qu'ils nous disent comment nous comporter. C'est la valeur d'ailleurs apportée des activistes, hein, c'est de venir orienter l'action. Donc ça c'est quelque chose d'absolument fondamental dans une société en mouvement hein, qui veut progresser. On a besoin d'activistes, mais les activistes, vu qu'ils orientent l'action, bah, ils s'exposent aussi à des gens qui vont avoir des réactions très fortes. Moi, j'ai pas envie qu'on oriente mon action, et donc on a des débats qui sont parfois féconds, qui le sont moins. Alors que nous, les scientifiques, on est un petit peu plus isolés parce que bon, voilà, moi, ma spécialité, c'est d'expliquer, par exemple, la dynamique du capitaliste et démontrer de A à Z, voilà, que si on a ces mécanismes-là, on va avoir ces résultats. Après, moi, on peut montrer que j'ai tort, c'est tout ce qu'on peut faire. Après, les gens ils peuvent pas dire ah oui mais moi je suis pas d'accord parce que j'ai des visions personnelles. En fait moi je m'en fous. La science elle est basée sur la vérité de quelque chose. Elle est pas basée sur des connaissances personnelles. Si tu développes une théorie, la seule manière c'est de la falsifier, c'est de montrer que cette théorie est fausse. Si t'es pas content parce que cette théorie elle va à l'encontre de ton mode de vie, en fait moi ça me fait ni chaud ni froid. On va partir pour la dernière question. Toi, est-ce que tu es optimiste, pessimiste quant à l'avenir de la planète dans 20, 50, 100 ans? Comment tu vois l'avenir? Ça dépend des jours.
Là, en ce moment, c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Les sources d'optimisme, se tarissent assez vite. J'ai un peu l'impression, pour moi, là, l'optimisme en ce moment, c'est un peu comme l'eau dans Mad Max. Tu vois, genre, il y en a pas beaucoup, on est beaucoup à le rechercher et franchement, il y a des gens qui disent qu'il y a des petites oasis ici et là, mais ça commence à faire long. Donc je comprends qu'on a besoin de maintenir des mécanismes, d'optimisme pour, s'auto-entretenir dans notre capacité à faire de l'activisme, à faire des recherches, à faire avancer la société. Mais waouh, la réalité résiste. Enfin, on parlera pas de l'élection américaine, mais c'est des moments comme ça où tu te dis, en fait, la quantité de travaux fondamentaux qui se fait par des chercheurs, des activistes, enfin des gens vraiment qui sont pionniers en la matière et pas depuis quelques années, mais depuis 50 ans vraiment pour essayer de sensibiliser sur les problématiques environnementales. Et tout ça, parfois, c'est juste balayé de la main par comment l'appeler, un manque d'intelligence collective en fait qui se matérialise dans des événements culturels et politiques où oui, c'est assez désespérant. Mais bon, chaque génération fait face aux difficultés de son présent. Et oui, je pense qu'un jour, quand les historiens jetteront un œil à notre situation, ils se diront waouh, ça devait pas être facile. Pour finir sur une touche un peu plus positive, est-ce que tu as un conseil à donner, par exemple, pour quelqu'un qui veut devenir activiste, qui veut s'engager dans la question écologique, qui veut devenir chercheur peut-être sur ces questions-là? Alors, activiste, moi, je serais de très mauvais conseils parce que je ne fais pas beaucoup d'activisme. En tout cas, se lancer dans la recherche, alors c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de chercheurs sur ces nouvelles choses hein, en macroéconomie écologique et dans les théories post-capitalistes et post-croissance. On n'est pas beaucoup, on est très très peu et il y a une grande demande des étudiants, de la société civile pour avoir en fait une expertise en la matière. Et donc, si vous êtes intéressé par ces choses-là et que surtout vous avez des idées, c'est-à-dire de se dire, ah bah tiens, moi j'ai envie de développer des théories, des concepts qui n'existent pas, j'ai envie de répondre à des questions auxquelles personne n'a répondu, c'est vraiment un bon marqueur de se dire, ah bah tiens, peut-être que c'est le moment de faire un doctorat. Et ne pas aussi oublier que c'est un choix de carrière qui est réversible. Je répète toujours ça aux personnes et ils ont l'impression à partir du moment où tu fais un doctorat, c'est comme quand tu deviens eunuque ou je sais pas, ou moine, tu peux pas revenir à la vie normale après, tu vois, c'est pour la vie. Non, en fait, tu peux faire un doctorat, tu peux même arrêter. La plupart des gens qui font un doctorat arrêtent au milieu parce qu'ils se rendent compte en fait que la recherche c'est pas leur truc. Tu peux faire un doctorat, ensuite tu peux revenir à un boulot qui n'est pas à l'université, tu peux faire un doctorat en recherche et de l'activisme en même temps. Donc il faut pas voir la recherche en fait comme un choix de carrière religieux, c'est juste se dire ah bah tiens j'ai envie de muscler ma capacité à répondre à des questions de recherche et peut-être que ces capacités ça va venir nourrir d'autres de mes activités, que ce soit de l'activisme, de l'entrepreneuriat, du bénévolat ou même des personnes qui veulent se lancer en politique. Donc voilà, c'était ma grosse promotion de la recherche. N'hésitez pas à faire des doctorats. Parfait, on en a fini pour les questions. En tout cas, je voulais vraiment te remercier pour le temps que tu as pris et que tu m'as accordé pour cette interview. Donc vraiment, merci beaucoup. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Et si tu as peut-être des actus, tu as un deuxième livre qui est en préparation. Si tu as d'autres choses à dire d'actualité dont tu as envie de faire la promotion, n'hésite pas. J'ai pas trop d'actu. J'écris beaucoup en ce moment. Il y a des articles en prévision, mais bon, j'imagine que ceux qui me suivent les verront assez facilement. Et oui, il y a aussi un petit cycle de conférences que je fais en ce moment au MK2 bibliothèque à Paris, à peu près une fois par mois. Donc ça, vous pouvez regarder sur le site. Et ça, c'est assez spécial aussi. Donc c'est des cours d'économie donnés dans une salle de cinéma les jeudis soirs à 20h, où j'essaye, et je passe beaucoup de travail pour beaucoup de temps à essayer de démystifier en fait des théories économiques, comme on l'a vu, celle du ruissellement, celle de la croissance économique, et en fait de nous armer intellectuellement, même à ceux qui n'ont jamais étudié l'économie, pour pouvoir faire face à la réalité économique. Donc si vous voulez tester ça, n'hésitez pas à venir un jeudi soir. Je mettrai peut-être le lien en description, tu m'enverras le lien ou je mettrai aussi le lien de ton livre et peut-être aussi t'as un site internet où tu mets tous tes Ouais, articles. tu peux mettre le site, tu peux mettre la thèse. Je te ferai un petit mix de liens. Pas de soucis. Trop cool. Je mettrai tout ça. En tout cas, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour un prochain épisode, qui sait. Et en tout cas, merci beaucoup Timothée. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ouais, toi aussi. Salut.